Réflexion socio-économique. 10. Macroscopie bi-économique. 6. Argent, finance, épargne, investissement, spéculation, impôts, patrimoine privé. À la façon de la subtile résolution de la fameuse énigme des 9 points, test ludique consistant à relier ces repères positionnés en carré en traçant seulement 4 lignes d'un seul coup de crayon, l'éclairage de la solution bi-économique et d'élodiste permet ici de dépasser les limites imposées par l'habitude trompeuse de réflexes historiques décidément préjudiciables à la poursuite de notre humanisation. Même si la comparaison n'est que partielle, puisque la direction du 4e segment dépend du premier trait effectué, le principe du dépassement en jeu dans ces réflexions consiste en une indispensable projection vers un au-delà historique encore inaccessible, établissant un phare lointain solidement planté sur l'horizon de l'avenir, dont la lueur encore diffuse n'en situe pas moins précisément l'emplacement, et dès lors la direction de la seule destinée collective possible pour une paix effective et pérennisée, via une justice désormais objectivable, grâce à l'universalité de l'analyse minutaire et l'inédite solution bi-économique qui lui est logiquement associée. Le dépassement du cadre trop contraignant de l'équation socio-économique, tel qu'illustré par cette énigme des 9 points, est en effet la condition de tout progrès significatif, à l'instar du processus innovant qui accompagne la plupart des découvertes scientifiques, tandis que la perspective nouvelle qui s'ouvre alors stimule aussitôt la mise au point des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de l'objectif ainsi dévoilé, redonnant un sens à la quête humaine du progrès. Car le phare peut aussi être vu comme un projecteur susceptible d'éclairer la réalité sous un nouvel angle, dont la pertinence se verra corroborée par l'expérimentation que suscite l'attirance vers ce nouveau but, dès lors que ce dernier correspond à une attente très largement majoritaire, pour ne pas dire inconsciemment unanime. Pour l'heure, et en attendant de rejoindre la bouée du prochain virement de bord sur la dimension culturelle de cette recherche, il est temps de considérer le cadre financier et monétaire des relations socio-économiques, reflet de plus en plus dématérialisé et miroir si souvent déformant de l'économie réelle et de ses rapports sociaux. Déjà abordé succinctement dans le livre 1 sous l'angle politique d'élodiste, certains de ces rouages socio-économiques méritent en effet quelques réflexions plus détaillées à l'aune du principe de bi-économie minutarisée, afin de pouvoir mieux apprécier l'utilité des innovations ici proposées dans ce domaine ô combien crucial, tant il est vrai que l'argent et la finance sont plus que jamais le sang de l'économie et le nerf de la guerre. 1. Argent et monnaie d'échange. On sait déjà qu'en tant que moyen d'échange, la monnaie est une formidable invention rendue nécessaire par le besoin de commercer en se libérant des contraintes du troc, puisque l'acceptation mutuelle d'une monnaie commune permet de conserver la valeur ainsi acquise et d'en différer l'usage en multipliant les choix possibles. Cela dit, on sait aussi qu'en l'absence du respect de la valeur minutaire, à la fois universelle et objective, tout échange socio-économique est entaché d'une subjectivité inéluctable, propre à des us et coutumes culturellement déterminés et historiquement improvisés. S'agissant de la monnaie elle-même en tant qu'outil, le moins que l'on puisse dire est que sa valeur est encore plus subjective, voire carrément irrationnelle, puisqu'elle suppose avant tout une confiance le plus souvent imposée par quelques lois communes, tandis que de très nombreux supports locaux ont pu servir de monnaie au sein des toutes premières civilisations. Plus tard, en leur qualité de matériaux particulièrement rares et stables, d'une grande fiabilité et susceptibles de concentrer un maximum de valeur en un minimum de volume, l'or, l'argent, voire certaines pierres précieuses, se sont imposés en tant que moyen d'échange jusqu'à l'apparition de la monnaie scripturale, cette dernière étant aujourd'hui elle-même sérieusement concurrencée par la dématérialisation numérique. Le support physique que constitue cet outil monétaire a toujours été subjectivement défini en termes de valeur intrinsèque, acquérant un prix psychologique des plus arbitraires, sans relation objective avec la réalité des échanges, ces derniers étant eux-mêmes biaisés, comme on le sait, par l'interdépendance inégalitaire. Faire dépendre la richesse d'une société de la découverte incertaine d'une quantité plus ou moins grande de métaux ou de gemmes ne saurait correspondre aux besoins concrets et objectifs de tel ou tel niveau de développement socio-économique. Et le fait est que la rareté excessive de ces anciens moyens de paiement a longtemps retardé l'essor des échanges, au point de susciter l'invention de la monnaie dite scripturale, dont le lien d'origine avec l'or était voué à se rompre tôt ou tard
au fil du temps. La dépendance psychologique et mythique vis-à-vis de l'or perdure aujourd'hui à travers la thésaurisation et la spéculation que ce métal suscite encore en tant que valeur refuge inerte dès lors que sa possession est déconnectée de toute utilité réelle, sauf précisément lorsqu'il s'agit de transformer ce métal jaune en tant que matière première en bijouterie ou via quelque autre activité, même sur une échelle industrielle. Avec l'apparition de la monnaie scripturale, un nouveau principe de confiance et de gestion bancaire centralisée en correspondance avec la réalité économique s'est peu à peu imposé, non sans risquer certaines crises périodiques dérivant des déséquilibres inhérents à l'improvisation monosystémique. Ainsi, la monnaie apparaît-elle enfin comme un outil de gestion collective plus cohérente, indépendamment de toute valeur intrinsèque, en se basant entièrement sur son utilité effective, moyennant le respect d'une proportionnalité minimale entre la masse monétaire et le volume des échanges, tandis qu'en ouvrant ou fermant plus ou moins le robinet du crédit, le pouvoir central est censé ajuster son pilotage entre les icebergs de l'inflation et de la déflation, voire de la stagflation. La dématérialisation croissante des moyens de paiement semble être inéluctable dans un avenir proche, et la multiplication de nouveaux moyens de paiement locaux ou mondiaux, sous une forme de plus en plus virtuelle, montre qu'en la matière tout est question de conventions relativement arbitraires, tandis que par ce biais, le monopole bancaire de la création monétaire via le crédit peut aussi se trouver remis en cause. Le côté improvisé des systèmes monétaires et financiers, tout comme leur croissante complexité, semble ainsi contribuer à l'opacité de multiples monosystèmes inextricablement imbriqués les uns dans les autres, sur la base d'un dénominateur commun de spéculation et de profit maximal, a fortiori s'agissant de banques privées et autres organismes financiers d'envergure multinationale, devenus créanciers vis-à-vis d'États chaque jour plus endettés. Concernant la substance monétaire, qui n'est après tout qu'un fluide censé irriguer l'ensemble de l'économie, la dématérialisation, via l'expression purement virtuelle de la valeur, suppose paradoxalement la disparition de l'argent liquide en faveur du paiement digital, évolution qui semble faire débat compte tenu des habitudes ancestrales inscrites dans nos réflexes, voire dans nos gènes, après tant de siècles. L'usage de billets et pièces de monnaie semble très archaïque au vu de l'évolution technologique, et même malsain d'un point de vue sanitaire, tandis que les trafics illicites, les secrètes manœuvres de corruption et les hold-up et autres braquages de fourgons profitent largement de l'anonymat de ces espèces en grosses coupures pour se soustraire au radar de la loi, favorisant les pires abus. D'un autre côté, l'attachement à cette monnaie palpable et discrète peut aussi être compris comme un légitime besoin de liberté individuelle face au risque de fichage et de surveillance absolue qu'autoriserait la numérisation de toutes les transactions, sans compter les abus qui pourraient en découler en cas de dictature. Concernant ce débat sur la nature physique de la monnaie, la démocratie directe garantie par la gestion d'élodistes locales et nationales, tout comme l'universalité du calcul minutaire et sa logique répartition biéconomique identique entre tous les citoyens, réduira à zéro tous les risques induits par la transparence totale qu'autorisera une gestion 100% digitale, tout en impliquant bien au contraire la dite transparence comme condition sine qua non de la gestion optimale du seul domaine public. Face au dilemme du débat précité, c'est une façon de couper la poire en deux sans en mélanger les moitiés complémentaires ainsi obtenues à l'inverse de l'opacité actuelle mixant les secteurs publics et privés. Ainsi, tout ce qui correspond au domaine public doit être rendu transparent et équivalent entre tous les citoyens pour la satisfaction de tous les besoins sociétalement vitaux selon la période considérée, ce qui suppose, comme expression monétaire de l'égalité minimale, l'usage d'un seul et même moyen de paiement aisément digitalisable, sans aucun risque de voyeurisme abusif et de facto inutile. En effet, de par le contrôle effectif et la mutualisation universelle du libre accès aux divers éléments d'information concernant la gestion du domaine public, via une démocratie directe enfin localement autonomisée, la racine même des manœuvres de voyeurisme digital ou de manipulation disparaît, tout comme le moindre intérêt privé plus ou moins pervers à accumuler quelque information que ce soit, puisque la transparence absolue de ce domaine public mettra et maintiendra tous les citoyens sur un strict pied d'égalité. Au contraire, cette nécessaire transparence et la simplification universelle d'un même et unique moyen de paiement rendu directement minutaire
seront les meilleures garanties d'une gestion publique efficace et incorruptible, tandis que le nouveau domaine privé laissera une plus grande liberté qu'aujourd'hui à maintes initiatives des plus créatives en matière de finances, mais sans aucune possibilité d'empiéter sur l'égalité minimale de la garantie citoyenne concernant les besoins vitaux. Dans ces conditions, et bien que la dématérialisation monétaire paraisse inévitable et souhaitable à plus ou moins long terme, il est tout à fait possible de prolonger l'usage de l'argent liquide dans un cadre biéconomique, au gré de la liberté individuelle et de l'infinie créativité du domaine privé, dont les innovations les plus pertinentes, en devenant indispensables, se verront peu à peu socialisées en douceur au fil de leur adoption par le domaine public. Telle semble être la meilleure façon de concrétiser le principe biéconomique en ce qui concerne la nature du moyen de paiement le plus quotidien, en partant du principe selon lequel il faut simplifier autant que possible la base vitale universelle, y compris en matière monétaire. Cela respecte totalement le besoin de liberté, tout en le déconnectant précautionneusement de celui d'égalité, le premier devenant ainsi le second, en ajoutant le signe plus de l'individualité au signe égal de la société minimale. Tous les aléas financiers intrinsèquement dus à la prise de risque propre au secteur privé, y compris les manœuvres les plus limites, pourront perdurer en dehors du cœur pyramidal, selon le principe de la liberté individuelle, à cette différence près que l'absence de risque vital en réduira les enjeux au seul superflu, tandis que la garantie citoyenne, prioritairement assurée par le domaine public, favorisera un tri salutaire entre les meilleures et les pires initiatives jusqu'au cœur du secteur privé. L'imperméabilité, qui devra être techniquement assurée entre les masses monétaires publiques et privées, visera à préserver le domaine public des dangers de l'improvisation historique et garantira ainsi une valeur universelle constante de la minuté en tant que mesure propre au cœur pyramidal, mais toujours comparativement transposable au secteur privé. Enfin, d'un point de vue plus concret et quotidien, l'utilisation, même pour les achats les plus insignifiants, d'une monnaie publique digitalisée, à la façon de la prometteuse expérience Monéo sans contact hélas avortée pour cause de frais bancaires exorbitants, voire l'usage de solutions futures encore plus automatisées, constitueront un progrès assuré, mais à condition que les supports et les services correspondants deviennent totalement gratuits, ce qui paraît pour le moins logique dans le cadre d'un service bancaire public et universel digne de ce nom. 2. La banque publique et les banques privées. La notion de service bancaire est fondamentale en la matière. De fait, l'obligation imposée à tout citoyen de posséder un compte bancaire pour la moindre occasion légale est déjà la preuve du besoin universel et donc sociétalement vital que représente le dit service bancaire. De plus, cette nécessité individuelle se double du besoin collectif d'une gestion rationnelle et démocratiquement contrôlée des divers flux monétaires et financiers, bien que dans tous les monosystèmes mixtes et confus qui perdurent, la distinction entre espace public et privé disparaisse sous la surface opaque de la collaboration ambiguë unissant les banques privées aux banques centrales nationales, voire supranationales, s'agissant dans ce dernier cas de l'Europe, par exemple. Le système bancaire, résultat de siècles d'improvisation monosystémique, le plus souvent construit sur la base d'initiatives privées ou politiquement minoritaires, a ainsi progressivement mis en place la face monétaire et financière de la mondialisation, via le diktat de quelques banques multinationales et d'un club fermé d'organismes surpuissants, devenant ainsi une arme de domination illégitime aux dépens de la plus grande partie des populations concernées. Depuis la fin des années 70, les États ont ainsi renoncé à leur souveraineté monétaire au profit des banques privées, tout en essayant tant bien que mal de réguler le marché à minima, pour éviter les pires conséquences sociétales. Les multiples crises périodiques, financières et spéculatives, sur le fond grisâtre d'une rigueur budgétaire permanente envers les peuples et leurs besoins de services publics, sont le résultat de cette privatisation délibérée du droit souverain de frapper monnaie, permettant à la minorité la plus riche de payer toujours moins d'impôts en tant que contribuable et de prêter aux États afin de rentabiliser d'inutiles fortunes en placements intéressés. Le détournement de fonds ainsi mondialement organisé finit par produire une sorte de graisse financière de plus en plus déconnectée du réel, dont l'accumulation aberrante contredit la logique tout apparente, au point que l'on en vient parfois à prêter ou emprunter à taux négatif. Cela dit,
L'endettement croissant des États sécurise le plus souvent les prêteurs en leur garantissant un remboursement profitable dont le taux d'intérêt ne fait qu'accentuer les politiques d'austérité imposées au peuple, tandis que l'alourdissement des dettes publiques d'année en année constitue le révélateur ultime des déséquilibres sociétaux cumulatifs si typiques des sociétés prétempérantes. Une telle évolution était prévisible, puisque les banques privées ont un but lucratif avéré et pour partie légitime en tant qu'entreprise, ce qui explique leur tendance spontanée à ne prêter qu'aux plus riches, leur besoin de mélanger dépôt et spéculation, et leur inertie face au souci de relancer la demande ou la consommation, tout comme l'offre des TPE ou PME, et ce, en dépit de certaines instructions des banques centrales ou de la BCE s'agissant de l'Europe. Tout se passe comme si la plupart des banques privées avaient oublié leur rôle de service aux particuliers et petites entreprises pour se spécialiser dans la spéculation au jour le jour via les marchés financiers, en collaboration plus ou moins directe avec de multiples organismes tels que les assurances et autres fonds de pension. L'emballement résultant de cette folle machine semble de plus en plus difficile à contrôler, tandis que les marchés boursiers gonflent artificiellement de bulle en bulle et de crise en crise sous le seul effet de l'arrivée massive de capitaux supplémentaires qui ne savent plus où se placer, et dans une totale déconnexion vis-à-vis de la réalité industrielle ou commerciale planétaire. Même les belles promesses d'assainissement suscitées par la très grave crise internationale de 2008 se sont vues étouffées dans l'œuf par l'aveuglement du profit bancaire et la priorisation des seuls rendements financiers promis aux plus gros clients privés, attestant la suprématie de la spéculation de court terme sur l'intérêt général le plus vital, quitte à risquer de nouveaux abus, suivis de nouveaux effondrements, dont le coût final est toujours imposé aux plus faibles via les effets hélas très concrets de cette aventureuse loterie de casino. Car les comportements purement spéculatifs des principaux investisseurs suscitent de leur part des surréactions chaque fois plus fébriles et disproportionnées, dont les entreprises, les salariés et les consommateurs font toujours les frais en bout de chaîne, avec pour résultat une réelle précarisation de la majorité des peuples. Dès lors, un sentiment fondé d'insécurité croissante incite les classes moyennes à épargner toujours plus par précaution, ce qui finit par aggraver la situation via l'affaissement de la demande, jusqu'au risque de réduire l'emploi et de multiplier les faillites. Ainsi, le cercle vicieux du circuit économique biaisé se trouve-t-il orienté en spirale descendante, induisant une pratique baissière déprimante et contagieuse jusqu'aux classes moyennes, tandis qu'une petite minorité ne sait plus que faire de sa fortune inutile, hormis participer au concours annuel du magazine Forbes pour faire partie du fameux palmarès mondial des plus riches personnalités. Les banques privées sont un rouage essentiel dans ce mécanisme d'évaporation financière, de concentration monopolistique et d'évasion fiscale, à l'exact opposé du prétendu ruissellement de la richesse, et tout se passe comme si l'économie réelle était constamment saignée par le plus mauvais des médecins molièresques, trahissant ainsi des décideurs bancaires aux antipodes du rôle de service d'utilité commune qui leur est imparti. Pire encore, les disproportions atteintes à ce jour, jointes au dernier développement de la robotisation et aux savants algorithmes de l'intelligence artificielle, rendent la plupart des fonctions bancaires aussi inutiles qu'un emploi fictif, en laissant des méga-ordinateurs miser sur des décisions spéculatives au millième de seconde, jour et nuit, sans la moindre intervention humaine et pour le seul profit d'une poignée de décideurs à l'échelle planétaire. Ces pratiques frisent la déconnexion totale d'un jeu d'enfant sur console virtuelle, en surmanipulant des capitaux devenus quasi fictifs, à force d'être irréalistes et emprisonnés dans le nombril financier de leurs pseudo-propriétaires. Pire encore, les masses d'argent qui les alimentent sont autant de ressources vitales prises sur l'économie réelle, expliquant en grande partie l'anormale rareté de l'argent indispensable au quotidien de tout un chacun. Car faute d'être distribué en juste contrepartie d'un emploi concret sur la base d'un minimum d'égalité objective, la masse monétaire s'accumule entre quelques mains avides, au point que toute nouvelle perfusion autorisée par les banques centrales est aussitôt captée sous forme de fonds de réserve ou autres spéculations au lieu de circuler utilement en irriguant l'économie réelle. La tentation serait grande de nationaliser toutes les banques en soustrayant au privé ce levier si essentiel à l'équilibre collectif, mais le point de vue délodiste et bi-économique est à même d'éviter l'extrémité d'une telle réaction,
dont les résultats révéleraient à coup sûr les défauts symétriques d'une centralisation paralysante et inefficace, à l'instar des décevantes expériences des économies socialistes pures et dures, voire des capitalismes d'État. En réalité, le véritable service bancaire revient à la banque publique du domaine public, en totale cohérence vis-à-vis du principe ici défendu de partition-répartition biéconomique. L'essentiel est en effet d'assurer à tous les citoyens la sécurité financière et bancaire vitale la plus absolue, à l'abri des crises historiquement provoquées par les abus du secteur privé, en permettant aux dits citoyens de s'approprier la gestion du domaine public en pleine responsabilité démocratique. Cela suppose de trouver les solutions techniques autorisant une saine étanchéité entre les deux domaines, ce que les futurs économistes spécialistes en matière d'instruments financiers pourront bientôt mettre en œuvre, d'autant plus facilement qu'ils savent désormais dans quelle direction il faut faire évoluer les structures et pratiques bancaires. Tandis que le contrôle et l'application du service public ainsi redéfini sera le fait d'une gestion transparente et aussi locale que possible. Par exemple, à l'échelon départemental ou communal s'agissant du cas français, si tel s'avère le choix majoritaire, bien entendu. En parallèle au socle totalement assaini du domaine public et de sa banque citoyenne, le secteur bancaire privé pourra poursuivre son histoire libérale dans l'esprit créatif de la libre entreprise, tout en filtrant beaucoup mieux ses objectifs et ses pratiques, puisque, inévitablement, il lui faudra tenir compte de l'exemple et de la sécurisation que la banque publique ou citoyenne représentera désormais concernant la gestion de comptes de dépôt, d'épargne ou d'investissement. L'actuelle tendance bancaire à afficher un souhait d'éthique, voire d'écologie, en matière de fonctionnement ou de financement, pour partie sincère, mais encore trop souvent prétexte à publicité, ainsi que la conception néo-associative ou mutualiste de certaines banques, semble corroborer l'attente citoyenne d'une banque nationale enfin intégralement conçue comme un service public universel de sécurisation financière, tandis que la prise de risque et la spéculation devraient rester l'apanage des banques privées dans le secteur correspondant. Libérée de tout besoin vital de rendement et de profit, la banque publique ou citoyenne pourra se permettre d'être un véritable service local sur tout le territoire national, sur la base d'une égalité de traitement d'autant plus assurée que chacun de ses clients y aura les mêmes droits, en devenant en quelque sorte copropriétaire ou coactionnaire de ce bien public si essentiel. Fort de sa clientèle universelle localement gérée, ce service public pourra pleinement participer à l'équilibre financier, voire à la création monétaire, en contrôlant de près la réalité et l'utilité de tous les crédits consentis, ainsi que la pertinence des investissements priorisés en relation directe et réactive avec les besoins de chaque commune, tels que ceux-ci pourront être exprimés par la majorité citoyenne ou suscités au travers de quelques projets individuels ou associés. À la différence des banques privées à finalité lucrative et dont la caractéristique est dès lors de ne s'intéresser qu'aux plus riches à travers les projets les plus profitables sur une échelle de plus en plus grande, la banque publique locale pourrait aussi logiquement promouvoir les idées impliquant les circuits économiques les plus courts ou directs, pour un résultat concrètement profitable à la vie économique et sociale, locale ou régionale, permettant ainsi à de très nombreux adultes entreprenants de mettre le pied à l'étrier dans les meilleures conditions de réussite, quitte à abriter temporairement ces micro-entreprises d'une concurrence monopolistique extérieure abusive en endossant un rôle plus ou moins comparable à l'accompagnement assuré par les pépinières d'entreprises. Le pouvoir potentiel de création d'emplois de chaque commune pourrait ainsi se concrétiser sur le plan financier grâce au rôle d'assistance sur mesure de cette banque publique, sous condition des contraintes légales prévues par la majorité citoyenne, avec l'aval du niveau départemental, le cas échéant. Si la souveraineté et la liberté d'action publique doivent être rendues possibles au plus petit échelon, il est nécessaire de concéder à chaque commune, ne serait-ce que partiellement, un certain pouvoir de création en matière d'emploi et dès lors indirectement de monnaie, a fortiori lorsqu'il s'agit de circuits courts dont la boucle est entièrement locale. De cette façon, tous les villages aujourd'hui encore désertés pour cause d'exode rural massif et de métropolisation excessive pourront se repeupler de citoyens actifs dont le cadre et le mode de vie seront sans commune mesure avec ce qu'ils connaissent, ou plutôt subissent, dans l'anonymat et la faillite sociale des grandes métropoles. Cette évolution, financièrement encouragée par l'appropriation citoyenne d'un certain degré de pouvoir bancaire local,
favorisera utilement la renaissance des provinces dans le respect d'un équilibre écologique optimisé, tant il est vrai que l'échelle humaine des petits bourgs et autres villes moyennes correspondent naturellement aux meilleures conditions d'épanouissement sociétal en lien immédiat et quotidien avec chaque territoire au travers de ses marchés locaux. Cela est d'autant plus patent que l'évolution monopolistique du capitalisme a précisément vidé les territoires et les petites villes de leur substance en concentrant nombre de pouvoirs afférents au cœur de trop grandes conurbations devenues peu à peu ingérables à tous les points de vue, pour le plus grand malheur de l'environnement et de la qualité de vie des citoyens. Le délodisme bi-économique apparaît donc comme la seule et unique manière de recréer les conditions d'une société locale enfin équilibrée sur les 4 faces pyramidales qui concernent chaque commune, sans aucunement empêcher la coagulation de plus grandes structures socio-économiques publiques ou privées, dès lors que celles-ci apporteront un plus avéré, en complément de ce qui peut se réaliser localement. Il s'ensuivra une tendance à la désurbanisation des plus grandes métropoles au profit des villes moyennes ou petites, un exode urbain propre à rééquilibrer la répartition géographique de toutes les énergies socio-économiques, ce que facilite déjà par ailleurs l'évolution du télétravail, opportunément encouragée par la crise sanitaire de 2020. La meilleure façon d'assurer les services bancaires les plus utiles au plus près des citoyens et sur l'ensemble d'un espace national donné pourrait même consister à confier aux futures communes, entre autres prérogatives, le rôle d'agence bancaire locale pour tout ce qui concerne le domaine public, afin de garantir une réelle égalité de traitement entre des adultes devenus copropriétaires de leur unique banque citoyenne, tandis que la proximité optimale des services correspondants devrait en garantir l'indispensable transparence de gestion. Grâce à la séparation interdomaniale ou bi-économique, la société immédiate et son économie pourront enfin renaître de leurs cendres afin de stopper et d'inverser jusqu'au juste équilibre optimal la saignée systématique engendrée par la surconcentration urbaine de tous les pouvoirs économiques, dont les effets géographiques ont conduit à la désertification des territoires pour mieux surexploiter des populations de toute provenance, déracinées et entassées dans d'invivables banlieues et autres cités périphériques. Par la même grâce de cette partition-répartition sans précédent, le secteur bancaire privé pourra s'épanouir plus librement que jamais, sans plus risquer de nuire aux droits vitaux de qui que ce soit, ce qui ne devrait qu'encourager les innovations les plus positives, tout en laissant à chacun la liberté de se risquer au jeu spéculatif de l'épargne ou de l'investissement sur le seul espace légitime propre au secteur privé. La principale différence est que la déconnexion entre les deux domaines complémentaires supprimera à l'avenir tout risque de crise majeure au sens sociétalement vital du terme, dans la mesure où les fonds risqués seront par définition plus ou moins superflus. Cela revient à dire qu'en matière pécuniaire ou financière aussi, la paix sociale, tout comme la justice minimale et la sécurité qui en forment les conditions, suppose de ne plus mélanger l'argent du besoin avec l'argent du risque, ni le revenu du travail socialement utile avec le profit de la spéculation, tandis que du point de vue du citoyen lambda, une vraie liberté de choix financier se trouvera garantie au-delà d'une sécurité collective minimale enfin équitablement partagée, puisque chaque personne pourra s'aventurer sur le marché libre sans risque d'y laisser la moindre minutée de sa garantie citoyenne, en toute conscience des priorités minimales à respecter pour rester autonome et pleinement responsable. En effet, et plus encore que dans le cas des garanties bancaires minimales déjà assumées par l'État en cas de faillite éventuelle de certains établissements financiers, le rôle de la future banque citoyenne ou publique consistera à sécuriser à tout moment et sans limite l'intégralité des dépôts ou de l'épargne minutaire des citoyens sur un strict pied d'égalité de traitement. Cette séparation étanche entre les deux formes d'épargne, ainsi clairement différenciées en fonction de chaque domaine sociétal, permettra de sécuriser pour de bon l'ensemble des paramètres financiers individuels ou collectifs liés à la dimension vitale de la société, sans aucune possibilité de dévoiement hasardeux ni de corruption, que cela soit de la part de l'usager ou de la banque publique, tandis que la liberté de prendre le moindre risque pour le moindre profit restera l'apanage légitime du secteur bancaire privé. Enfin, cette indispensable partition favorisera une cohérence de gestion sans précédent, et ce, tant sur le plan collectif qu'à l'échelon de chaque citoyen usager,
puisque ce dernier sera responsabilisé et tranquillisé en termes de droits ou de comportement financier minimal et vital dans un cadre technique aussi simplifié qu'il se peut, et ne pourra plus jamais risquer le pouvoir d'achat qui lui reviendra via le domaine public. Sur un plan plus moral, voire philosophique, cela revient à constater qu'il est illégitimement dangereux, inefficient et pour tout dire, suicidaire, de jouer en risquant la plus petite somme d'argent vitale, a fortiori lorsqu'il s'agit de celui d'autrui, même indirectement acquis. Ne serait-ce pas là la frontière objective qui distingue la bonne épargne de la mauvaise, indépendamment de sa profitabilité éventuelle et si variable? 3. De l'épargne à la surépargne. Comme déjà mentionné à l'occasion d'un chapitre en amont, le besoin d'épargne est tout à fait compréhensible lorsqu'il s'agit de se prémunir contre un éventuel coup dur, de se préparer à l'achat d'un bien particulièrement onéreux, voire de compléter une future retraite jugée insuffisante, sans compter le cas de figure également fréquent du simple résidu d'un pouvoir d'achat non consommé. Ainsi, en fonction directe des moyens de chacun, l'épargne s'accumule ou non et rapporte plus ou moins selon une répartition qui révèle l'éventail complet des inégalités financières, reflet de l'infinie variété des conditions socio-économiques individuelles, au travers d'un jeu pour le moins douteux dans lequel les plus riches sont sûrs de gagner toujours plus, tandis que les plus petits épargnants se contentent au mieux de compenser l'inflation. Sauf, entre autres, dans le fameux cas du livret A français et de sa permanente sous-rétribution, sans compter la quasi-obligation de s'endetter pour cause de salaire ou revenus insuffisants, au point d'y sacrifier sa liberté de choix et la dignité qui va de pair avec l'autonomie budgétaire individuelle. L'incertitude croissante vis-à-vis de l'avenir, largement induite par les contradictions et autres soubresauts d'un capitalisme mondialisé devenu incontrôlable, pousse les citoyens à épargner et thésauriser dans des proportions spectaculaires qui vont jusqu'à réduire artificiellement la vitalité de l'économie par défaut de consommation utile, tandis qu'au sommet de l'échelle sociétale, la spéculation s'emballe sur des bases de plus en plus fictives, à tel point qu'à l'instar des entreprises, les valeurs, placements, devises et matières premières sont devenus les supports de leur propre jeu spéculatif, sans la moindre cohérence de proportionnalité avec les évolutions de l'économie réelle. Dans ce processus malsain, le sang vital de l'économie finit par s'évaporer en direction des paradis fiscaux, pour y constituer d'inutiles réserves ou placements optimisés, tandis qu'une dette publique à minima pour moitié infondée procure une garantie de rentabilité officielle à quelques investisseurs individuels ou structurels, en complément de circuits plus opaques d'investissement, de sociétés écrans et autres supports de blanchiments inavouables. Il s'agit là d'une fuite en avant comparable à l'inconscience d'un personnage de dessin animé, courant toujours au-dessus du vide abyssal d'une falaise abrupte, ou à la folie d'un hamster en cage pédalant en roue libre dans son petit manège. Toute la graisse ainsi accumulée, toute la masse monétaire ainsi coagulée, sont autant d'énergies subtilisées à l'économie réelle, sitôt que la spéculation ou la thésaurisation se déconnectent de tout investissement concret. Tandis que le volume actuel des fortunes désormais amassées ne sait plus où trouver de quoi se dilater toujours plus pour maintenir sa sacro-sainte rentabilité. Il n'est qu'à considérer le dérisoire pourcentage de la masse monétaire effectivement en circulation dans chaque pays pour comprendre la maladie chronique de la gestion néolibérale des produits financiers, lesquels ne sont pourtant, directement ou non, que les fruits volés du travail toujours déprécié de milliards d'êtres humains. Pour autant, puisque cet incroyable jeu de dupes est visiblement l'aboutissement d'une page d'histoire socio-économique mondialisée largement incontournable, et même à demi respectable du seul point de vue de la liberté individuelle d'entreprendre, force est de reconnaître ici que le drame de cette évolution, et plus précisément les pires aspects de sa réalité sociale comme de ses conséquences sociétales, proviennent du confus mélange monosystémique déjà si amplement dénoncé dans ces pages, c'est-à-dire du mixage des intérêts publics et privés comme des attentes complémentaires de l'individu et de la société. Autant dire que cela plaide plus que jamais pour l'instauration urgente de la solution biéconomique proposée dans ce volume 2 des Tempérants. En effet, par rapport au présent propos, la surépargne spéculative des plus riches, tout comme son équivalent à perte chez la plupart des autres citoyens, ne font là qu'aggraver les déséquilibres sociétaux dérivant de l'absence d'égalité minimale et de liberté universelle,
lesquels ne peuvent être respectivement garantis que via la partition-répartition entre domaine public et domaine privé. Dans un contexte définitivement délodiste et biéconomique, le besoin d'épargne se libérera de cette fébrilité maladive, de cette fièvre vitale engendrée par le risque de tout perdre, comme de cette nocivité volontaire ou non dans la façon de choisir son épargne. Tandis que, assez logiquement, une répartition cohérente de deux épargnes de nature très différente et de supports financiers conséquemment distincts pourra s'opérer librement à l'échelon de chaque citoyen via un véritable choix totalement volontaire et assumé. Cela dit, il ne serait pas si surprenant qu'en raison même des priorités de consommation déjà couvertes par la garantie citoyenne, le besoin d'épargner ne soit plus aussi vital dans le cadre propre au domaine public, tandis que nombre de citoyens, ainsi tranquillisés sur l'essentiel, pourront s'aventurer plus librement que jamais au sein du secteur privé, y compris donc en matière financière, s'agissant de prise de risque et de volume d'implication. À terme, l'évolution biéconomique et délodiste apaisera le cadre de vie sociétale dans de telles proportions que le besoin vital d'épargne ne sera plus une obsession, favorisant une nouvelle philosophie de vie basée sur la prédominance du temps sur l'argent pour le simple plaisir de profiter d'un confort raisonnablement frugal, enfin compatible avec l'équilibre planétaire, plutôt que d'amasser une fortune éphémère bien au-delà de toute décence. Le besoin excessif d'épargne et de rentabilité financière reflète un comportement dicté par l'insécurité vitale propre à tout monosystème. Preuve assez paradoxale d'une soif de sécurité et de sérénité pacifique qui semble habiter l'inconscient de la quasi-totalité des citoyens. Et ce d'autant plus que la surépargne peut facilement devenir pathologique dès lors que l'on se prive inutilement de vivre en prenant le moyen pour une fin et l'argent pour ce qu'il n'est pas, tant il est vrai que l'être se fait avoir par la force des choses. 4. De l'épargne à l'investissement via le prêt. L'épargne permet de financer un investissement a priori utile, à condition que ce dernier ne soit pas purement spéculatif ou dicté par une stérile thésaurisation, tandis que le prêt a pour fonction principale de compléter l'épargne en devançant la future réalité, aboutissant de fait à une véritable création monétaire, le plus souvent pleinement justifiée. Pour un particulier, comme pour une entreprise, l'investissement qui en résulte permet l'achat de biens, de services ou d'équipements coûteux, de nature finale ou intermédiaire, dont le premier intérêt est, au moins théoriquement, de mobiliser sans cesse tous les éléments économiques touchant de près ou de loin aux fonctions de production, de distribution ou de consommation. En situation usuelle de monosystème mixte et insuffisamment démocratique, les critères de sélection qui permettent de prioriser les investissements publics ou privés sont inévitablement biaisés par la domination d'intérêts économiques minoritaires du seul fait que le profit maximisé en constitue l'unique et absolue finalité chez les plus grosses entreprises monopolistiques et dès lors financiarisées, nonobstant les autres motivations si utiles et créatives du reste du tissu industriel, en particulier concernant les TPE et les PME. À l'instar de l'évolution du centre de gravité économique au cours de l'histoire de la plupart des pays développés, et en corrélation plus ou moins directe avec la taille des entreprises concernées, la finalité industrielle de la satisfaction de besoins matériels s'est muée en priorité commerciale une fois le marché bien établi, pour finir par se financiariser en se monopolisant sur une échelle internationale. Au fil de ce processus, l'investissement, et donc l'affectation de l'épargne ou la création monétaire correspondante, ont évolué en nature et en volume en fonction de ces priorités historiques, tout en risquant inévitablement de subir et de transmettre les déplorables travers caractérisant une économie monosystémique surdominée. Dans de telles conditions, l'investissement public est condamné à jouer le jeu des lobbies privés les plus puissants, via maints circuits de corruption de fait, au détriment de priorités citoyennes qui n'ont même pas l'occasion de s'exprimer clairement, faute de véritable démocratie. L'exemple le plus récent concernant la France, à l'heure où s'écrit ce chapitre, est symptomatiquement illustré par la nouvelle loi ASAP, Accélération et simplification de l'action publique, votée en totale discrétion médiatique et distraction covidesque, pour satisfaire un exécutif impatient de simplifier les procédures des marchés publics au point de ne plus organiser de mise en concurrence pour des volumes d'argent public de plus en plus considérables, tout en accélérant les procédures et en limitant les recours,
ce qui revient à légaliser pour de bon la corruption entre secteurs privés et publics, en particulier concernant les collectivités territoriales. À une autre échelle, et là dans le domaine écologique, la ministre concernée du même gouvernement, connue pour avoir fait interdire les néonicotinoïdes dans sa fonction précédente, vient quant à elle de réautoriser l'usage de ce trop fameux pesticide tueur d'abeilles et cancérigène, sous la pression directe des producteurs de betteraves à sucre français, dont la productivité aurait chuté de près de 30%, sachant que le sucre, si omniprésent dans l'industrie alimentaire, empoisonne la santé des consommateurs et qu'il serait même possible de compenser une partie des pertes d'une toute autre façon, y compris en taxant ou en interdisant l'importation des produits alimentaires qui contiennent ledit pesticide, quitte à induire une augmentation justifiée du prix du sucre français. Le revirement politique de la ministre illustre le mensonge inhérent à la fausse démocratie représentative et électorale, en même temps que l'incohérence de la plupart des décisions politiques vis-à-vis de l'intérêt général des citoyens dans le contexte d'un monosystème centralisé. Au vu de ces deux exemples de l'actualité française, il apparaît que l'investissement public, tout comme les prises de décision de l'État ou des collectivités, se trouve systématiquement dérouté par le marché dans sa finalité autant que dans ses procédures, avec le gaspillage et la corruption passive ou active que l'on imagine ici. Or, de telles pratiques constituent un permanent détournement de fonds publics accaparés de maintes manières, propre à engraisser simultanément l'usine à gaz de la technocratie à double, voire multiples casquettes, et les monopoles ou oligopoles économiques les plus puissants, détournant ainsi la plupart des décisions, investissements et autres flux monétaires de la priorité de l'intérêt le plus largement majoritaire. Pour respecter séparément la double nature à la fois objective et historique de notre humanité, chaque citoyen a le droit légitime d'exister de part et d'autre de la frontière interdomaniale entre public et privé, dans un contexte d'obligation minimale concernant le domaine public, et sous forme de libre potentialité au sein du domaine privé. Sur chacun de ces deux domaines, une existence bancaire minimale est dès lors la condition sine qua non de l'exercice d'une véritable liberté individuelle financière concernant la gestion du pouvoir d'achat, ainsi que le besoin d'épargner ou d'investir. Cela suppose donc qu'indépendamment de son propre rôle, le domaine public, au moins par l'intermédiaire de l'État et des communes, garantisse, en tant qu'élément de citoyenneté effective, la possession inaliénable par chaque citoyen de deux comptes en banques nationaux, l'un de nature publique à équivalence minutaire et l'autre de nature logiquement privée. Sans être aucunement une nationalisation ou communalisation bancaire du domaine privé, il s'agirait simplement par là de garantir l'existence minimale de chaque personne majeure, en tant qu'usager bancaire enfin sécurisé, au sein d'une structure nationale décentralisée, afin de promouvoir les plus petites initiatives dans une optique complémentaire de celle des banques commerciales habituelles, ce qui aurait pour effet bénéfique d'encourager ces dernières à se mettre à la portée des plus petits épargnants et investisseurs grâce à une saine mise en concurrence, obligeant ainsi les banques privées à assumer un minimum de services accessibles aux plus modestes clients potentiels. Cela répond, du point de vue bancaire et financier, aux besoins de revitalisation des provinces et des territoires, tandis que cette solution techniquement possible aurait l'avantage de placer tous les citoyens sur un pied d'égalité purement potentiel sur le seuil du domaine privé, en favorisant la mise en œuvre des plus petites initiatives locales, souvent propres à tisser finement la trame socio-économique la plus immédiate. Dans la mesure où, de toute manière, le secteur privé restera toujours dépendant d'un système bancaire dans lequel chaque État assure déjà un minimum de cohérence, il paraît logique que chaque banque centrale fonctionne aussi comme la banque citoyenne de référence minimale, sur la base d'une décentralisation totale des services correspondants jusqu'à l'échelon communal, sans pour autant interférer en aucune manière avec la gestion strictement minutaire du domaine public, ni réduire la liberté légitime et proportionnée du secteur privé. De fait, à l'image du réseau ferroviaire français ou de la plupart des services publics, la logique de concentration monopolistique et de profitabilité maximale du néolibéralisme ne retient et ne renforce que la trame la plus riche du tissu économique ou industriel, laissant des trous béants à travers des provinces entières, pour finir par nouer, sans aucune cohérence équilibrée, les pelotes inextricables des grandes métropoles. Cette évolution sociétale aberrante est le fruit des travers inhérents à tout monosystème mixte et dès lors confus,
ne laissant aucune liberté de choix à la quasi-totalité de chaque population concernée, et suscitant un gaspillage de vie et de ressources propres à détruire la société autant que la planète. Quelle que soit la dimension socio-économique prise en compte, ce délitement géographique entre les deux extrêmes de la sururbanisation et de la désertification rurale révèle concrètement l'échec des sociétés actuelles, corroborant ainsi les revendications légitimes des vrais gilets jaunes, dont la juste révolte si violemment réprimée fut un déclic pour l'écriture des présentes réflexions. Les instruments financiers et monétaires ne font pas exception aux observations qui précèdent, et l'expérience historique, tristement évidente, prône d'elle-même le besoin d'un cadre minimal définissant la teneur précise de chaque domaine sociétal, tout comme la mise en place d'une agence bancaire universelle et citoyenne à l'échelon de chaque territoire communal. La solution ici techniquement possible d'un service bancaire public, concrétisé par une administration locale ou décentralisée, pourra certainement constituer le trait d'union optimal entre les deux domaines indispensables à l'équilibre, de façon totalement transparente et idéalement répartie, grâce aux nombreux outils déjà disponibles, voire à venir, qui sont du ressort des spécialistes en la matière. Sinon, avec l'encouragement des autorités locales, les citoyens pourront eux-mêmes s'associer en structures quasi équivalentes à des banques, comme c'est déjà le cas de certaines initiatives basées sur des monnaies locales, par ailleurs tout à fait pertinentes s'agissant des circuits les plus courts. Les réflexions qui précèdent en matière d'épargne, de prêt ou d'investissement n'ambitionnent ni l'exhaustivité ni la technicité, mais permettent de comprendre que tout est une question de simple volonté politique, de convention sociétale et de recadrage plus cohérent sur la base d'une approche bi-économique et minutaire aussi localement gérée que possible, dans le but de redonner autant de sens que de bon sens aux pratiques bancaires et financières les plus utiles à tous les citoyens. Cela ne doit pas remettre en cause le libre marché de la finance, ni le juste gagne-pain des banques, car, bien au contraire, l'existence du domaine public et d'une banque citoyenne servant d'exemple jusqu'au cœur du domaine privé pourra promouvoir des pratiques bancaires sensiblement assainies dans l'intérêt bien compris du client autant que du banquier, et ce, quel que soit le statut social de la personne concernée, à la différence de ce que l'on observe si souvent jusqu'à présent. Le domaine public restant le sanctuaire de l'égalité absolue, il n'est pas souhaitable que l'économie publique qui lui correspond copie le marché financier historiquement improvisé et très insuffisamment supervisé qui caractérise le système actuel, devenu ultralibéral au point de se contredire en se monopolisant. Au contraire, la fonction bancaire du domaine public devra simplifier les choses à l'extrême quant à la gestion des comptes citoyens individuels concernant ce domaine, ce qui revient à dire qu'idéalement, le néo-compte en banque publique de chaque citoyen ne devrait être qu'un simple compte de dépôt dépourvu de tout risque volontaire ou involontaire, à la différence des très nombreuses possibilités de placement, d'emprunt ou d'investissement de son compte privé, ce dernier pouvant être ouvert dans toute autre banque usuelle, tandis que la répartition ainsi accomplie supposera, si nécessaire, deux moyens de paiement étanches l'un à l'autre, tels que pourraient s'avérer la minuté et l'euro, s'agissant de la France d'aujourd'hui, pour le cas où une différenciation purement comptable ne suffirait pas. Le plus important ici est que la prise du moindre risque bancaire ou financier devienne impossible vis-à-vis de l'argent vital, exprimé en minuté décimalisée ou en équivalent de devises historiques selon le cas, et que chaque citoyen jouisse de la liberté permanente de faire ce qu'il veut dans le cadre de son domaine privé, mais en assumant intégralement les conséquences de ses choix. Les futures solutions techniques à déduire ou rechercher auront pour but de laisser se développer le système bancaire historique dans de bien meilleures conditions, compte tenu de la sécurité absolue qui sera désormais garantie à tous par la gestion délodiste et aussi locale que possible du domaine public, de sa valeur minutaire et de son système bancaire simplifié. Les fonctions minimales afférentes correspondront de fait, pour l'essentiel, aux seuls besoins vitaux des consommations les plus incompressibles, tout en offrant une souplesse individuelle propre à responsabiliser chaque citoyen dans sa gestion budgétaire, en tant que membre à part entière du domaine public. Et chacun, dès lors, sera libre de s'aventurer sans risque vital dans la partie proprement privée de sa double existence, en développant plus encore ses compétences uniques dans le cadre sociétal correspondant. 5. Bourse, marché financier et spéculation.
Si étymologiquement spéculer signifie observer, la réalité du comportement naturel soumet cette observation à une finalité plus terre-à-terre, consistant à investir son épargne ou une partie de sa fortune en pariant sur le profit d'une future revente du support concerné, qu'il s'agisse là d'une action ou de toute autre forme de propriété mobilière ou immobilière, le cas échéant. Ce besoin d'investissement, de sécurisation relative et si possible de rentabilité, tout à fait légitime en lui-même, est voué à rencontrer la nécessité symétrique de financer de nombreuses entreprises dans leurs projets, ce qui permet à l'économie tout entière de se développer via maintes formes de support technique. La mise en commun des moyens ainsi autorisés permet aux dites entreprises de compléter leurs éventuels fonds propres et d'emprunter plus facilement pour investir toujours plus, en fonction de leurs objectifs prioritaires. Or, le moins que l'on puisse dire est que ces priorités ont beaucoup évolué au fil de la concentration monopolistique et de la mondialisation, pour rapidement remplacer les objectifs concrets de production et de commercialisation par la seule obsession du profit financier autocentré, c'est-à-dire opérant en circuit fermé sur ses propres supports boursiers. Dans cette optique dévoyée, les entreprises et leurs actions, tout comme les fonds d'investissement, deviennent des outils prétextes de spéculation à outrance en manipulant artificiellement les cours entre actionnaires principaux, tandis que la réalité industrielle et salariale est dès lors perçue comme un ensemble de coûts inutiles à réduire autant que possible, le tout dans une optique de court-termisme délibérément aveugle quant aux graves conséquences de son opportunisme exacerbé. Cette dérive typiquement anglo-saxonne a infecté l'ensemble de la planète et s'engraisse depuis de bulles spéculatives périodiques, de démantèlements industriels d'un côté et de délocalisation de l'autre, le tout avec la complicité des leaders du système bancaire privé et la docile assistance de faits de pouvoirs politiques largement infectés. Le marché boursier lui-même traduit ce fol emballement en se gonflant sans cesse de nouveaux venus privés ou institutionnels et d'une multitude de petits actionnaires dont l'argent fait le bonheur de certains influenceurs en stimulant le prix des actions les plus célèbres jusqu'à des sommets de surévaluation, au point que la bourse suit désormais son propre chemin erratique en déconnexion croissante avec l'évolution de l'économie réelle. Dans cette mêlée inouïe, le dit marché boursier n'a plus rien de libéral, et ses manettes sont fermement tenues par quelques décideurs devenus puissants au point de gagner autant sur tendance baissière que haussière, se renvoyant la balle d'un match sans fin sur le dos d'une masse croissante de petits boursicoteurs désabusés et, plus gravement encore, de salariés victimes des plans sociaux exigés par les actionnaires d'envergure multinationale. Qu'il s'agisse de la valeur des actions, de la cotation de certaines denrées parmi les plus essentielles, du marché de l'énergie ou du taux de change si relatif des devises monétaires, tout est devenu matière à spéculer depuis fort longtemps et la surconcentration des moyens aux mains d'une minorité de plus en plus réduite accélère et aggrave tous les déséquilibres sociaux qu'une telle antigestion implique, traduisant sur ce versant financier et monétaire la crise permanente et délibérément entretenue dont se nourrit le capitalisme mondialisé. Par le biais de cette coagulation et de son évaporation fiscale en d'innombrables paradis, toutes les conditions des plus douloureux effondrements sociétaux et des pires tensions politiques se trouvent ainsi réunies, attestant la perversité illégitime de l'ultralibéralisme, équivalent socio-économique de maintes formes d'extrémisme ou autres dictatures, quel qu'en soit le contexte. Si le constat est facile à établir et la critique d'un tel leadership historique pleinement justifiée, le plus important reste de comprendre à partir de quel moment ou palier se révèle objectivement la nocivité sociétale de pratiques financières, par ailleurs nécessaires. Tâche cruciale pour la paix, que seule la future analyse minutaire comparative et bi-économique permettra d'accomplir avant longtemps. L'utilité de la bourse et des flux financiers n'est pas en cause, même s'il est certain qu'une véritable démocratie aboutira tôt ou tard à un sérieux assainissement des pratiques boursières et bancaires, car le jeu financier en question semble bel et bien faire partie de l'évolution naturelle des libres comportements contemporains. Et force est de reconnaître que cette réalité est pour partie légitime dans le seul cadre de la liberté d'entreprendre. Précisément, c'est l'absence de partition et de répartition bi-économique qui favorise tous les abus en la matière, et plus encore, en dramatise les enjeux vitaux. En contexte délodiste et conséquemment bidomanial,
L'argent extrait de l'économie quotidienne pour éventuellement se placer en bourse ne proviendra plus du travail vital de qui que ce soit, puisque toutes les richesses impliquées par les activités boursières, même les plus spéculatives, ne concerneront que le domaine privé et seront légitimement gagnées à titre privé, induisant une totale liberté dans l'usage financier de leurs légitimes proportions, sans le moindre risque absolu, ni sur la sécurité minimale de l'investisseur, ni sur celle de quelque autre citoyen. Dès lors, la légitimité et la bonne conscience des plus riches, qui pourront toujours investir, sera le résultat de leur propre mérite dans le seul contexte de leur domaine privé, sachant qu'ils participeront par ailleurs aux mêmes contraintes minutarisées que tout autre citoyen dans le cadre du domaine public, même en concédant à ce titre quasiment la moitié de leurs gains, s'agissant de l'infime minorité la plus riche, seule façon pour ces leaders socio-économiques d'être enfin légitimes et de s'assurer que leur enrichissement ne se fasse plus aux dépens de leurs concitoyens. Comme déjà précisé vis-à-vis des paramètres économiques précédents, la nature concrète de ces investissements et des pratiques financières correspondantes s'en trouvera automatiquement assainie et libérée de ses pires excès, sans pour autant remettre en cause le moindre droit de constitution d'une fortune financière, individuelle ou partagée, puisque cette dernière se méritera dès lors exclusivement dans le cadre de l'économie privée, en assumant une participation égalitaire objective vis-à-vis du domaine public, en tant que condition sine qua non d'une légitimité devenue enfin irréprochable. En un tel contexte délodiste et biéconomique, la folle course à la plus grosse fortune pourra toujours se poursuivre parmi ceux qu'une telle finalité motive. Mais ces derniers ne pourront constituer leur patrimoine que sur la moitié domaniale privée de toute la richesse globalement produite, après avoir dûment socialisé, via la participation universelle au domaine public, les 50% bruts des futurs gains ou profits réalisés en tant que base de calcul préalable à l'équi et semi-répartition minutaire de la richesse nationale. 6. Fortune, patrimoine et propriété. Dès le moindre enrichissement, la plus petite fortune se mue en patrimoine privé, dont l'effet sécurisant est d'autant plus justifié que la société humaine reste jusqu'à présent sujette à une grande incertitude sur l'avenir, et le besoin de sécurité, autant que le souhait de transmettre à la génération suivante, font partie intégrante d'un comportement devenu naturel dans beaucoup de pays, malgré une grande diversité de traditions parfois plus sociales ou collectives, mises à mal par l'imparfait modèle occidental. Qu'il soit mobilier ou immobilier, le patrimoine individuel se fonde sur la propriété privée, impliquant les multiples inconvénients attachés aux abus factuels de sociétés humaines jusqu'à présent monosystémiques. Indépendamment de la notion de patrimoine public, héritage écologique et historique de toute collectivité humaine, la définition du patrimoine privé et de la propriété individuelle qui lui correspond fera l'objet d'une indispensable adaptation à l'évolution culturelle sociétale, laquelle ne saurait être ici décrite à l'avance, puisque seules les futures majorités citoyennes pourront en préciser la vraie teneur. Il est pourtant probable que les innovations délodistes et biéconomiques favoriseront un apaisement des excès comportementaux en la matière, puisque le bien-être matériel et social minimal et universel de la garantie citoyenne fera intégralement partie du domaine public sous une forme individualisée, vivante et positivement évolutive, ce qui rendra inutile la constitution de tout patrimoine vital. De ce point de vue-là, l'intégration de la garantie citoyenne au bien commun en tant que minimum sociétalement décent et expression concrète de l'égalité constitutionnelle revient à supprimer à terme le besoin psychologique de sécurité patrimoniale et à muer cette quasi-obligation du passé en un libre choix propre à chaque néo-citoyen, à la façon facultative d'un complément volontaire par rapport aux droits sociaux effectifs dont chacun pourra profiter de par sa participation au domaine public, sachant finalement qu'une forme de panachage des financements correspondants et même l'utilisation d'une unique unité monétaire pourront très bien se concevoir sans pour autant mélanger les deux domaines sociétaux en termes de calcul des droits et des devoirs de chaque personne physique ou morale, ce qui permet donc de relativiser certaines des réflexions précédentes de ce même chapitre, s'agissant de la modalité technique d'étanchéité monétaire interdomaniale. En tout état de cause, la partition-répartition biéconomique déjà définie permettra à la société délodiste de garantir à chacun une égale situation minimale via le domaine public, apaisant toutes les tensions et inquiétudes élémentaires associées aux enjeux patrimoniaux,
et évitant ainsi que tout patrimoine ou revenu du patrimoine privé porte préjudice au droit vital d'autrui, en particulier dans le contexte immobilier, tant ce dernier révèle les abus les plus indécents de l'inégalité sociale. La propriété, ainsi que le patrimoine qu'elle permet de constituer au fil des années, fera inévitablement l'objet d'un débat démocratique aussi crucial qu'évolutif en fonction des circonstances de chaque société délodiste, sachant que le nouveau partage interdomanial paritaire rendu possible par la bi-économie simplifiera ici encore les choses, en résolvant l'équation impossible de toute confusion monosystémique. En effet, la justice minimale de conditions socio-économiques assurée par le domaine public, de par les droits et devoirs universels désormais couverts par la garantie citoyenne, procurera pour la première fois à tous les citoyens une réelle égalité des chances à n'importe quelle période de leur vie en société, ce qui constituera de facto une sorte de propriété collective souple, démocratiquement évolutive dans ses contenus, aboutissant peu ou prou à la socialisation intelligente de la moitié des ressources et du patrimoine total du pays considéré, en tant qu'expression aboutie de l'équilibre minimum-maximal déjà visible à travers la loi tendancielle bisphérique maintes fois mentionnée. En toute logique rendue objectivement possible par la partition biéconomique et scientifiquement calculable via l'analyse minutaire, le patrimoine, à travers son évaluation sociétale exhaustive plus encore que seulement financière, correspond en effet à la superficie totale de la cour de récréation et du préau d'une certaine image déjà employée dans ces réflexions. Et il paraît pour le moins cohérent que sa valeur totale soit répartie à égalité entre les deux domaines ainsi considérés, ne serait-ce là que d'un point de vue global. Cela revient à dire qu'à terme, et à l'instar de la valeur annuellement créée par l'ensemble des revenus du travail, du capital ou du dit patrimoine, la propriété privée devrait avoir tendance à s'équilibrer sans pouvoir jamais dépasser 50% du patrimoine sociétal total, sachant que cette évolution logique et inévitable pourra s'accomplir soit via des choix politiques nouveaux démocratiquement majoritaires, soit par le biais plus progressif de l'évolution des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que des mœurs afférentes, en tant que conséquence de la mise en place des garanties citoyennes désormais intégrées au domaine public. Le seul critère juste et objectif possible en la matière est encore celui de la partition-répartition minimum-maximale, lequel revient à dire que tout patrimoine privé, individuel ou collectif, qui dépasserait les 50% de l'ensemble des richesses passées et présentes du pays considéré, serait de fait illégitime en proportion directe de son dépassement, ce qui donnerait la mesure précise d'une taxation-réquisition-nationalisation à la fois juste et réaliste du point de vue socio-économique, sans même considérer l'aspect éminemment moral de cette équité minimale. Cela constituerait la seule façon équilibrée d'ajuster la légalité historique sur la légitimité objective de toute constitution démocratique respectant en droit comme en fait le double besoin universel d'égalité minimale et de liberté maximale ou inversement, puisque la partition parfaite implique le 50-50. Ainsi donc, la pacification définitive de l'histoire à venir devra impliquer d'une façon ou d'une autre cet ajustement dans tous les lieux où les proportions définies ci-dessus se trouveront dépassées, tandis que le maintien structurel de l'équilibre bisphérique optimal autorisé par la bi-économie sera la meilleure garantie de stabilité permanente quant aux besoins sociétaux vitaux les plus légitimes. Autant dire que la parité la plus approchée possible entre les deux domaines sociétaux constitue bel et bien le premier maillon de la tempérance. Là se situe précisément le cœur de l'équation entre l'individu et la société, comme entre la liberté et la justice, offrant, via l'irrespect historique de ce repère fondamental, l'explication la plus pertinente qui soit des excès et autres malheurs de l'histoire, de l'apparition de tout abus de pouvoir et des conflits qui en résultent. Là se trouve aussi, par contraste, la lumineuse compréhension de l'effet pendulaire excessif de ladite histoire, résultat de l'ignorance encore actuelle de ce point d'équilibre sociétal, ainsi que des moyens de son évaluation objective, tandis que les violences induites par l'absence de partition-répartition bi-économique et de constitution délodiste font louvoyer chaque société humaine d'une extrémité à l'autre sans jamais trouver le vent portant de la meilleure amure et du meilleur cap. Là se trouve également l'évaluation politique des responsabilités et des droits légitimes,
sachant que la remise à l'heure minimale de toute société humaine supposera le sacrifice de certains abus de pouvoir sous une légitime pression majoritaire, affermie et apaisée par la conscience de détenir enfin la solution équitable. À l'instar de la richesse produite issue de toute forme de revenus, la richesse accumulée de tout patrimoine pourra légitimement se voir partiellement amputée de ce qui constituera un dépassement des 50% au prorata du futur calcul bi-économique et minutarisé que suppose la justice d'une égalité minimale. Cela ne veut pas dire que les citoyens les plus riches seraient dépossédés de la moitié de leur fortune, sauf à posséder toute la richesse de la nation. Mais la proportion excessive objectivement visible au-delà des 50% et bientôt mesurable en équivalent minuté, permettra à ces citoyens fortunés de savoir quelles limites ils n'ont plus aucun droit de dépasser sans empiéter aussitôt sur l'intérêt universel de l'égalité minimale, sans induire ainsi un déséquilibre sociétal techniquement préjudiciable, ni sans se rendre moralement coupable d'un abus de pouvoir illégitime, ce qui est une manière de répondre précisément au questionnement honnête de certains milliardaires étonnés, voire sincèrement embarrassés par la croissance indécente et automatique de leur fortune. Pour autant, la vraie liberté financière et patrimoniale en sortira grandie et respectabilisée en tant que réussite pleinement méritée, le cas échéant, tandis que tout citoyen, sans plus jamais risquer d'être pauvre ou abandonné à son sort comme encore tant de nos frères humains d'aujourd'hui, pourra s'enrichir en parfaite bonne conscience dans la seule limite de proportionnalité ainsi définie. Enfin, précisons pour conclure cette section que les inquiétudes que pourraient susciter ces réflexions sur le patrimoine, au sens sociétal global de partition interdomaniale, sont à relativiser grandement, dans la mesure où il ne s'agira en fait que de faire participer les seuls revenus afférents dans la même proportion que n'importe quelle autre source de richesse, tandis que le rééquilibrage ainsi obtenu ne pourra que réduire à terme les risques d'accaparement privé objectivement excessifs, c'est-à-dire susceptibles d'affecter la parité interdomaniale, dans le pire des cas. De telles situations pourraient toutefois être prises en considération, non seulement à l'échelon sociétal, mais peut-être aussi local ou communal, le cas échéant, dans une perspective socio-écologique ou même socio-territoriale, au gré des préférences majoritaires à venir. 7. Revenus, fortune et impôts objectifs. En conséquence directe du respect objectif de l'égalité minimale et de la liberté maximale, via la partition-répartition bi-économique et minutarisée, tout revenu, qu'il provienne d'une activité ou de n'importe quelle forme de patrimoine constituant une fortune, devra donc se voir partagé à égalité entre domaine public et domaine privé, ce qui revient à dire que l'habituelle usine à gaz des innombrables impôts, taxes et autres contributions obligatoires et son inextricable jungle de niches fiscales par exonération ou autre déduction pourront définitivement se simplifier comme par magie, en se résumant à l'unique participation de 50% assumée par chaque citoyen en termes d'équivalent minuté, en guise d'étape préalable à l'évaluation précise des droits et devoirs de chacun, selon un taux forcément inférieur, compte tenu de l'assurance de la garantie citoyenne et de son revenu universel. D'où la précision à sous-entendre de 50% brut, sachant par ailleurs que la péréquation qui ira de pair induira un transfert de valeur historique objectivé entre une partie de la population adulte et l'autre, selon des proportions et des taux individualisés, dont le critère de calcul universel ou repère fondamental fera l'objet du livre 4 de ces réflexions. Cela dit, c'est bien ici par la transposition du principe de l'équiproportion interdomaniale à l'échelon individuel de chaque citoyen que se définissent le tout premier segment de l'impôt objectif universel et la justice fiscale préliminaire de l'impôt péréquation, sur la seule base de l'égalité naturelle ou préhistorique de tous les êtres humains, sachant que le contenu matériel et culturel concret de ces 50% dépendra quant à lui de l'évolution historique de chaque entité sociétale en matière de progrès et de croissance, selon les compétences de chaque éco-citoyen constituant cette dernière. La prise en compte de la valeur clé minutaire, associée à la partition-répartition bi-économique, permet donc de définir l'impôt en respectant le besoin légitime et moral de son universalité, à la différence de tous les systèmes fiscaux improvisés des sociétés jusqu'à présent monosystémiques ou prétempérantes.
L'égalité objective du droit individuel à une existence minimale socialement décente implique en effet la participation égalitaire de tout citoyen majeur à la co-satisfaction des besoins correspondants, lesquels sont par définition universels à l'échelon de chaque société. Le bien commun, ainsi démocratiquement redéfini comme prioritaire, incluant désormais la garantie citoyenne socio-économique et culturelle en tant que privilège correspondant, forme le véritable socle de toute vie sociale digne de ce nom, le sens commun sociétal ou l'identité citoyenne dans l'acception la plus complète de ces termes, induisant un récit républicain enfin vécu et pleinement compatible avec les cultures les plus évoluées. La réalité historique de la moindre société développée confirme cette définition via la loi tendancielle de l'équilibre bisphérique, si l'on tient compte de tous les besoins communs à l'ensemble des citoyens, et fait comprendre l'incohérence pathétique des systèmes fiscaux peu à peu improvisés et complexifiés au fil du temps, véritable reflet des tares endémiques d'une mixité socio-économique confuse et propre à engendrer tous les abus actuels de l'injustice fiscale, jusqu'à l'évasion quasi tolérée des plus grandes fortunes. Le niveau aujourd'hui atteint par l'ultralibéralisme mondial n'est que l'aboutissement le plus récent et le plus caricatural de cette fameuse pesanteur historique, imposée par la confusion de notre double nature et de ses aspirations apparemment contradictoires, et l'apport le plus précieux des outils ici proposés par la solution tempérante, en la matière, consiste simplement à trier les deux natures de chaque agrégat socio-économique pour pouvoir les rendre enfin complémentaires, en parfaite légitimité de proportionnalité et de semi-égalité atomisée entre tous les citoyens adultes de chaque société. Oui, en tant que condition sine qua non du respect de la vie et de la paix sociale durable, chacun doit la moitié de son temps à la gestion démocratique et aussi locale que possible de tous les besoins communs, parmi lesquels la garantie citoyenne constitue la fondation permettant de concrétiser l'égalité de droits ou de principes politiques dans la sphère économique et sociale. Or, le respect de l'égalité minutaire et de cette partition-répartition bi-économique, il n'est aucune situation pacifique, et toutes les formes de violence qui font souffrir les peuples perdureront inutilement dans des proportions systématiquement aggravées au fil du progrès des sciences et des techniques. Cette dette et les droits vitaux qui vont de pair signifient seulement, à ce stade de la recherche, que la division par deux de toute richesse socio-économique individuelle ou regroupée doit constituer l'opération préalable à l'évaluation universelle de la situation de chaque citoyen adulte ou personne morale, par rapport aux critères d'équilibre minimum-maximal de la partition-répartition. Le seul impôt objectif et universel de base, ou à l'état brut, est donc assimilable à 50% du temps actif de chacun, tel que celui-ci se définit historiquement en fonction du niveau de développement culturel et matériel de chaque société, et tel qu'il peut se traduire à tout moment et en tout lieu, sous la forme de richesse totale, produite ou gagnée, soit directement par le jeu des relations socio-économiques spontanées, soit sous la forme d'un service citoyen local équivalent à 50% du travail à temps complet légal. À l'échelon de chaque personne adulte, l'égalité universelle de la valeur minutaire vitale se traduira en une proportion dès lors en tout point identique à celle de l'équilibre minimum-maximal interdomanial, permettant de la sorte de fonder, de définir et d'évaluer historiquement le juste revenu social, minimal et citoyen assuré par le domaine public en tant que péréquation vitale préalable à tout impôt participation au bien commun indivisible des services ou autres infrastructures publiques, à la différence de la tendance historiquement improvisée visant à atténuer empiriquement et a posteriori les abus des sociétés monosystémiques usuelles, non sans maintes injustices plus ou moins volontairement aggravées. En effet, par l'intermédiaire d'une multitude de prélèvements, l'histoire a fait entériner comme normal le besoin vital de redistribution minimale entre citoyens démunis, pauvres, riches et ultra-fortunés, alors que les structures, méthodes et choix que tout cela suppose rendent impossible la moindre cohérence équitable, faute de base de calcul objective, sans compter les gaspillages croissants qui en découlent et les surcoûts de fonctionnement des administrations pléthoriques correspondantes. Il apparaît donc que le principe tempérant de prééquilibrage par la garantie citoyenne, soit via une anticipation légale telle qu'un salaire minimum imposé et donc universel,
soit par le biais d'un impôt-transfert de péréquation-répartition objective de tous les revenus, en tant que préalable à la participation de chacun aux biens communs habituels, concrétisera la citoyenneté socio-économique des adultes, en évitant désormais l'inégale, humiliante et ubuesque pseudo-charité sociale qui cache et favorise maintes autres formes d'injustices subséquentes et aggravées. Avec ces cohortes d'assistés si démunis, véritables sous-citoyens de fait, dépourvus de leurs droits et devoirs minimaux pour mener une vie digne et autonome, ces classes moyennes, sous la pression constante de la précarisation ou du surmenage, et condamnées à cimenter l'édifice sociétal par toujours plus de taxes et autres prélèvements obligatoires, et son élite, aussi richissime que minoritaire, objet des soins attentifs d'un pouvoir politique plus ou moins docilement assujetti, élite sous-imposée, et qui plus est, surrémunérée par la dépense publique et l'endettement, le paysage fiscal ou public actuel ne fait que souligner l'urgence et la nécessité incontournable de la réforme systémique tempérante, car de telles improvisations administratives ne sont que le reflet financier de la pompe aspirante mise en place depuis toujours par la violence du plus fort aux dépens des droits vitaux des plus faibles, et ce, malgré les vains discours des pouvoirs politiques minoritaires et leurs fausses promesses de ruissellement. Tout comme aucune charité ne saurait tenir lieu de justice, aucun système fiscal, à finalité redistributive, ne pourra remplacer la véritable péréquation sociétale, objective, transparente et efficace, que seule peut offrir la définition biéconomique et minutarisée du revenu universel. Car ce dernier doit être la facette économique de l'existence citoyenne de chaque adulte en société, condition première et vitale de sa dignité et définition simultanée de ses droits et devoirs, afin de lui assurer le bien commun prioritaire indispensable à l'exercice de sa liberté individuelle au sein du domaine privé. Tant que la partition ne s'équilibrera pas au plus près des 50% pour chacun des deux domaines sociétaux, et tant que la répartition n'assurera pas à chaque citoyen le droit d'exister dans l'une et l'autre sphère, il n'y aura aucun espoir de justice sociale et de paix, civile autant qu'internationale, car toutes les formes actuelles de violence cumulative perdureront et s'accentueront de crise en crise. La formule tempérante en cours d'élaboration n'est donc pas une charité de nature redistributive, au sens habituel du terme, mais la stricte et légitime rationalisation ou tempérisation des comportements socio-économiques subjectifs et excessifs, caractérisant l'histoire et les individus définis indifféremment en tant que personnes physiques ou personnes morales. La compréhension de notre double nature et des seuls remèdes disponibles face à l'équation contradictoire de la condition terrestre des humains pourra très bientôt permettre de poursuivre l'histoire de façon pacifiée et intelligente, car dûment rationalisée, alliant une efficacité et une priorisation démocratiquement gérée par la Constitution délodiste, l'analyse minutaire permettant quant à elle de mesurer objectivement l'ensemble des paramètres socio-économiques en jeu grâce à la prise en compte de la valeur biologique ou vitale du temps. En termes d'impôt minutaire universel et à l'échelon individuel, cette évolution tôt ou tard inévitable, programmée dans l'inconscient de notre humanisation, concernera tous les citoyens majeurs des sociétés futures, obligeant les minorités qui profitent encore exagérément de la confusion historique à assumer leur part des droits et devoirs minimaux impliqués par la vie en société, en assainissant leur actuelle surliberté de tout ce qui constitue un abus objectif et donc illégitime de pouvoir, réduisant d'autant les surdevoirs encore assumés par la plupart de leurs concitoyens. En réalité, cela concerne aussi bien les profiteurs du bas que ceux du haut ou du milieu de la pyramide sociétale, sachant ici que, principalement, c'est aux deux extrémités de l'édifice que se situent les dévers les plus caractéristiques, volontaires ou non. Certains citoyens indûment assistés à force de démotivation se verront ainsi légalement et légitimement obligés de travailler, à minima dans le cadre du domaine public, en consacrant la moitié de leur temps aux priorités locales de la garantie citoyenne, redevenant par là des éco-citoyens à part entière, en recouvrant la dignité et l'autonomie correspondantes. De la même façon, à l'autre extrémité de l'éventail sociétal, les vrais premiers de cordée de l'avenir seront légitimement contraints de rendre leur réussite exemplaire et irréprochable en assumant les mêmes droits et devoirs en proportion minutaire de tous leurs revenus, et quels qu'en soient les supports,
sachant que la même logique s'appliquera tout autant aux personnes morales que physiques. La saine compréhension de la réalité minutaire et du principe bi-économique les aidera à restituer la seule et juste proportion excédentaire de leurs multiples revenus, pour céder seulement ce qui revient de droit à tous et ne plus être dans l'abus de pouvoir, ajustement objectif qui sera d'autant plus facile à opérer que cet excès de richesse ne leur sert déjà strictement à rien de bon, d'utile ou de positif, ni matériellement ni moralement, compte tenu du volume financier historique de leurs gains proprement privés et légitimes. Autant dire que pour respecter l'égalité objective minimale et la liberté historique maximale, seul l'impôt unique et universel de 50% correspond à la première étape de la partition-répartition bi-économique la plus équilibrée, ici dans le sens brut, préalable et général, transposant l'équilibre interdomanial jusqu'à l'échelon individuel de chaque agent ou acteur socio-économique, et répondant aux besoins péréquationnels du domaine public, lequel devra désormais inclure le revenu universel en tant que dénominateur commun éco-citoyen rééquilibrant les injustices historiques objectives, moyennant la définition complète et prochaine, d'ici la fin de ces réflexions, de la formule et du calcul afférent. Octobre 2020.